Allez-y. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir invité à intervenir. Donc, moi, je suis Chloé Gérardot-Moitié, je suis vice-présidente du département de Loire-Atlantique en charge des ressources, milieux naturels, biodiversité et actions foncières. Et donc, j'avais davantage compris qu'il s'agissait de parler du rapport à la santé des sols en tant qu'élu que concrètement les enjeux de la mise en œuvre du ZAN. Donc, je vais essayer de corriger un petit peu mon intervention, mais du coup, peut-être que ça ne correspondra pas exactement à votre attente. Donc d'abord pour dire que en Loire-Atlantique, c'est un département qui a beaucoup travaillé sur la question de la zéro artificialisation nette. Dans le précédent mandat, avant même la loi climat et résilience, l'ensemble des élus avaient voté à l'unanimité une délibération pour le zéro artificialisation nette. Et il y avait eu un gros travail de sensibilisation des élus du territoire qui nous a permis peut-être de nous saisir un peu plus rapidement de cette question. On est aussi lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME pour travailler avec un SCOT et 2 intercommunalités et le département à une expérimentation sur les enjeux de la mise en œuvre du ZAN qui démarre tout juste avec l'objectif de partager les connaissances et les enseignements sur les difficultés et dont on pourra évidemment rendre compte, mais le travail en est à ses débuts. On travaille notamment sur la dimension mode de vie avec des sociologues pour comprendre ce que ça veut dire dans le mode d'habiter le territoire avec un volet citoyen et démarche citoyenne. Évidemment, l'aspect soutien au cœur de bourg, à la revitalisation des bourgs de communes qui s'articule pleinement avec la politique ZAN qui est mobilisée, et puis une politique départementale qui va aller faire beaucoup d'animations territoriales pour pouvoir promouvoir les outils comme l'établissement public foncier, le CAUE, les agences d'urbanisme. On va être assez volontariste dans les avis qu'on donne en tant que personne publique associée sur les avis fonciers ou dans les avis qu'on peut rendre au niveau de la commission d'aménagement commercial. Et on organise aussi des événements, des tables rondes pour sensibiliser à la question avec notamment aussi des interventions, par exemple de l'agence de l'eau pour comprendre les liens, pourquoi on le fait, les liens avec l'eau et une démarche peut-être aussi un peu scientifique pour se rappeler quels sont les enjeux derrière quelque chose qui peut apparaître comme une contrainte. Voilà pour ce qu'on fait, puisqu'il était posé la question des enseignements, enfin des solutions pour réussir. Donc j'évoquais comment on peut le faire, comprendre pourquoi on le fait, être capable de saisir des outils disponibles sur le territoire, le portage foncier. Les plans guides, etc. L'enjeu de la solidarité entre les territoires, les modes d'aménagement, la densification des usages dans nos bâtiments, des enjeux aussi, mais qui ne sont pas au niveau départemental, mais qui font partie de la solution, mais qui ont besoin d'être soutenus. C'est des enjeux de la fiscalité pour que les modes d'aménagement les plus vertueux puissent avoir un modèle économique. Donc on a tout un panel de solutions et d'actions qui visent à rendre effective cette mise en œuvre du zéro artificialisation nette. Je vais passer maintenant sur la question de la santé des sols en tant que telle. D'abord, pour vous dire qu'il y a un constat d'un manque de connaissances qui est flagrant. On le voit, par exemple, beaucoup d'élus confondent l'artificialisation et l'imperméabilisation. Ça, c'est très, très courant. Et ça a été évoqué dans la présentation précédente. Finalement, c'est quoi un sol, entre guillemets, à quoi ça sert, et toutes ces fonctionnalités sont assez peu connues, même si on voit que avec la loi ZAN, on a remis un éclairage très fort, mais qui est plus sur une approche de stock. En fait, quel est mon stock, quelles sont mes réserves de foncier, et le sol est vu comme indépendamment de l'agriculture, évidemment, comme une ressource à aménager, comme un espace d'aménagement, avec une entrée qui va être quasiment exclusivement sur les enjeux réglementaires, notamment les zones humides, les espèces. Mais par exemple, ce qu'on vient d'évoquer sur la question des bactéries du sol, de sa richesse, de la séquestration du carbone est beaucoup moins pris en compte et connu et maîtrisé en fait. Et donc ça s'explique aussi derrière sur peut-être une moindre prise en compte dans nos politiques publiques, et aussi un angle qui est peut-être moins pris en compte et sur lesquels je peux peut-être dire qu'on a des craintes, c'est la question des pollutions. Alors on a l'exemple des friches industrielles à dépolluer avec les coûts que ça génère, mais on a aussi toute la pollution chimique qui peut être dans les sols.
On le voit sur nos captages d'eau potable. On a des coûts très forts sur la dépollution liée aux intrants chimiques agricoles. Qu'est-ce qu'on a dans nos sols? Est-ce qu'on va avoir aussi là des enjeux de politique forts? Comment on arrive à promouvoir certains types d'agriculture qui vont protéger cette vie bactériologique notamment qui renforce la résilience, etc. C'est des discussions qui ont peut-être pas suffisamment lieu. Et du coup aussi pour dire que on a un besoin davantage de cadrage dans nos politiques publiques. Je vais donner quelques exemples. On a un fonds pour renaturer au département, un fonds de renaturation. Mais quel arbitrage on va faire entre je vais investir de l'argent pour renaturer un endroit où finalement on va pouvoir regagner très peu de fonctionnalités écologiques parce que la zone a déjà été très abîmée, plutôt que renaturer un autre espace. Comment on fait ces arbitrages? Comment on cartographie ça? C'est aussi l'exemple, on y est confronté sur la mise en place des parcs photovoltaïques sur d'anciennes friches. Est-ce que finalement il faut aller sur un retour à l'usage agricole, ou est-ce que c'est plutôt, on peut dire que ces terres elles sont perdues pour l'usage agricole et qu'on va mettre du photovoltaïque, mais comment on juge finalement de ces terres? Toute la problématique des carrières, sur les types d'aménagements qu'on va utiliser, par exemple pour nos pistes cyclables, lesquels sont les plus vertueux par rapport aux enjeux de protection des sols. Donc en fait, on a dans de très nombreuses politiques publiques cette question des sols qui revient avec pas mal d'inconnus, et puis un enjeu de cohérence générale sur nos politiques publiques où on va d'un côté renaturer et de l'autre côté on voit qu'on perd 450 km de haies chaque année en Loire-Atlantique. Donc on a parfois un besoin de finalement prioriser là où l'effort aura peut-être le plus de vertu. Voilà, je vais passer assez vite. Juste pour conclure, dire qu'il y a peut-être quelques éléments qui semblent ressortir de cette approche, de cette expérience que j'ai moi en tant qu'élu à travers le prisme des politiques et de l'action du département de Loire-Atlantique. C'est que je pense qu'il y a une attente vraiment sur ce sujet de la santé des sols, qu'on a vraiment besoin de formation, que l'approche One Health sur la santé devrait être beaucoup plus connectée à l'enjeu des sols et de l'eau et des pratiques agricoles, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. Je pense à un enjeu vraiment de capitaliser sur la politique de l'eau quand on fait des contrats territoriaux eau pour regagner la fonctionnalité de nos bassins versants. Quelque part, on travaille aussi la qualité des sols. Et donc, s'appuyer sur la politique de l'eau pour travailler les sols, parce que c'est éminemment lié, serait vraiment pertinent. Et aussi, ça a été dit, l'intégrer dans nos politiques d'urbanisme davantage. On a encore pas mal de leviers à travers nos outils d'urbanisme, de planification, etc., pour prendre davantage cette problématique en compte. Voilà, merci de m'avoir écouté.